Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais depuis un certain temps, j'essaye de faire des phases d'immersion où je consacre une journée en étant totalement posé dans un endroit, en prenant le temps, pour essayer de comprendre comment ça se passe, qui évolue et discuter avec les acteurs directement sur le terrain. Ça m'a amené dans un lycée, dans un quartier difficile, accompagner des policiers de nuit sur l'intervention d'un service de BAC, aller échanger avec des ouvriers dans une usine du groupe Michelin. Et en fait, je voulais aller sur un site d'hôpital parce que je pense que, comme vous tous, on est quand même très marqué par l'effondrement et les difficultés de notre système de santé. Moi, j'ai été très frappé pendant l'été par les fermetures de services d'urgence, en se disant quand même, dans un pays comme le nôtre, avec l'importance des impôts qu'on paye, se dire que maintenant on a des services publics qui peuvent être amenés à fermer pendant l'été, à un moment où on en a besoin, c'est quand même un problème. Donc je voulais prendre le temps, et j'ai donc décidé d'aller sur l'hôpital de Valence. Alors juste pour vous situer, l'hôpital de Valence, on est sur le nord de la Drôme. C'est un hôpital qui couvre à la fois le secteur de l'Ardèche et de la Drôme, qui est en relais avec d'autres hôpitaux comme Aubenas, comme Privas, mais aussi des centres comme Die par exemple, ou encore comme le Cheylard, où ils sont en relais et où ils essaient de travailler ensemble. Moi, ce que j'ai vu, et je tiens d'abord à le préciser, mon propos n'est pas politicien. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour dire tout d'un coup, depuis un an, tout va mal à l'hôpital. Ce serait stupide. Et on sait tous qu'on a affaire à une tendance longue. Donc ce qui m'intéresse, c'est de partager avec vous ce que j'ai vu, les leçons que j'en tire, et à mon avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser la situation. La deuxième chose, et je veux le dire au début, c'est que, évidemment, ce que j'ai constaté, c'est un hôpital qui va à la fois bien et mal. Mal parce qu'il y a tous les problèmes des hôpitaux nationaux, mal parce qu'il y a tout le problème de notre système de santé, mal parce qu'on va parler de la situation des urgences, des services, du découragement des médecins. Mais en même temps, c'est un hôpital qui a eu la chance d'avoir des équipes médicales extrêmement engagées, qui arrivent à apporter un soutien aux territoires ruraux. Ça, vous savez que j'y suis très attaché. Et puis avec globalement un projet qui a été porté par la direction et soutenu et qui a permis à cet hôpital de grandir. Donc à confronter avec d'autres hôpitaux, comme j'ai pu en voir dans d'autres endroits, qui eux peuvent être dans des situations encore plus difficiles que ce que j'ai vu. Maintenant, si je commence un peu à vous raconter, on a commencé par les services des urgences. C'était une petite journée. Et les équipes médicales étaient d'ailleurs un peu désespérées parce qu'ils ont dit manque de chance, vous arrivez, et en fait c'est une journée où on a peu d'affluence. Je ne sais pas ce qu'ils appellent une grosse journée. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était cette image qu'on connaît dans les urgences, c'est-à-dire des couloirs saturés de brancards, une salle d'attente dans lesquelles les gens sont les uns à côté des autres, avec beaucoup de promiscuité, des services d'accueil où il faut être capable parfois en 5 minutes de trancher, de savoir est-ce que c'est une vraie urgence, pas une vraie urgence, avec des gens parfois qui viennent juste parce qu'ils ont mal à la tête ou parce que le petit a le nez qui mouche. Et de l'autre côté, quelqu'un qui vient en disant « j'ai une douleur thoracique et il faut être capable de trancher, est-ce qu'il faut faire un électrocardiogramme ?» Donc c'est tout ce qu'on connaît, mais quand on le voit de l'intérieur, on mesure à quel point il y a cette pression qui retombe sur toutes ces équipes des urgences qui objectivement sont vraiment admirables. Et quand je dis admirable, c'est depuis le médecin, l'infirmière, le cadre de santé, l'aide-soignant. Avec des situations dont on mesure parfois les difficultés auxquelles ils se heurtent. Je vais prendre un exemple très concret. Il y avait une femme qui avait 94 ans, qui s'était cassé le col du fémur. Logiquement, il faut qu'elle ait une intervention et vite. Sauf que problème, il n'y a pas de lit disponible. Et donc la bataille du service des urgences, c'était d'arriver à trouver sur le secteur un endroit avec un lit disponible pour pouvoir organiser une intervention rapidement, pour pouvoir faire l'intervention sur la fracture du col du fémur. Et parfois, ça amène à déplacer des patients à l'autre bout du département. Ils sont à Valence, on va les balader à Lyon, ou au contraire, on va les envoyer à Aubenas. Et donc, avec un vrai problème, qui est un problème tout simplement de dernière, vous êtes soigné, vous vous réveillez à un autre endroit que celui où est votre famille. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ils sont amenés systématiquement à gérer l'urgence avec des gens qui poussent la porte des urgences, mais qui viennent là pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant, parce que c'est gratuit. Et d'autres, au contraire, qui ont des vraies urgences. Il y avait par exemple une autre patiente qui était tombée, je crois qu'elle avait dû faire une chute à 17 h. Elle était arrivée à l'hôpital à 20 h. Elle n'a pu être vue par un médecin qu'à 2 h du matin.
et elle est ressortie le lendemain, c'est-à-dire 24 heures plus tard. Et objectivement, ils essayent de faire de leur mieux. Mais juste, ce que j'ai vu, c'est un système des urgences qui est à bout de souffle. Parce que tout le monde pousse la porte et qu'au milieu de ça, ils sont systématiquement à se battre pour discerner les urgences et les non-urgences. Après, je suis allé dans un autre service qui s'appelle la régulation. C'est un service dont on parle assez peu et pourtant qui est central dans l'organisation d'un hôpital. Vous êtes dans une petite pièce, pas tellement plus grande que celle-là, dans laquelle il y a 4 personnes, plus un médecin, plus une régulation libérale. Et ça bourdonne non-stop parce qu'ils reçoivent des appels en flux continu. Ils peuvent traiter sur une journée jusqu'à 850-900 appels. Et là encore, vous avez des gens qui sont extrêmement polis au téléphone, vous avez des gens qui sont en détresse respiratoire. Il y avait une personne qui était en surpoids, qui était en grande détresse respiratoire, et il fallait arriver à lui trouver le plus vite possible une ambulance adaptée pour son transport, et en même temps contacter la gendarmerie pour ouvrir des accès rapides parce qu'il y avait une lutte contre le temps. Et ça, c'est leur travail à eux. Un travail qu'on n'a jamais l'habitude de voir. C'est-à-dire, en apparence, c'est un standard téléphonique. En réalité, il faut beaucoup de sang-froid et de discernement pour pouvoir conseiller au mieux. Mais vous avez aussi des gens qui sont vraiment pas respectueux, qui disent je veux un deuxième avis médical, j'ai le droit à ceci, je veux être traité tout de suite, et qui ne comprennent pas que quand ils font ça, ils bloquent d'autres personnes qui peuvent être en situation d'urgence. Vous savez à quel point je suis toujours attentif à ce que pour qu'on puisse sauver notre système social, il faut qu'on veille aux abus. Et les abus tuent potentiellement notre système social. Et ça, c'était très frappant dans ce que j'ai vu à l'intérieur de ce cadre de régulation. Et puis aussi, quelque chose d'assez poignant, c'est qu'il y a juste des gens qui appellent parce qu'ils sont tout seuls et parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Et là, on voit la violence de notre société, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de problème de santé, mais juste ils appellent parce qu'ils veulent avoir quelqu'un au téléphone et un peu échanger. Et ça, c'est vrai que c'est assez poignant parce qu'on sent qu'il y a de la déprime, il y a de la tristesse, il y a de la solitude. Et eux, ils sont amenés à gérer tout ça. Ensuite, on est monté à l'étage au service de cardio. Là, c'était un service assez incroyable avec des jeunes médecins qui avaient décidé de ne pas aller en CHU, qui avaient fait le choix d'un centre hospitalier, qui avaient fait le choix aussi d'un exercice en se projetant dans des zones rurales, hyper motivés, avec une salle de coronographie, je le dis hyper mal à chaque fois, je suis désolé, et qui était utilisé non-stop avec vraiment une rapidité de réaction assez incroyable. Il traitait à peu près 2500 patients, ce qui est énorme sur une seule salle sur un an. Et là, l'échange était passionnant parce que ça a tourné autour de cette question qui est brute de décoffrage. Quand vous avez un infarctus, il faut pouvoir être traité en moins d'1 heure et demie. Et comment on fait sur une zone où tous les services de cardio spécialisés ont fermé et où il ne reste plus que Valence en cardio spécialisé. Essayons de prendre un cas concret. Vous êtes en Ardèche, par exemple la commune de Joyeuse. Vous avez un infarctus, le temps de vous amener à Valence, s'il n'y a pas d'hélico qui est opérationnel, c'est 1 heure et demie de route. Autrement dit, vos chances de survie sont bien plus faibles que si jamais vous êtes au cœur de Paris ou au cœur de très grandes villes. Et ça, moi, ça me choque. On ne peut pas accepter que dans notre pays, il y ait des différences de survie, un rapport à la santé qui ne soit pas le même selon l'endroit où vous habitez. Et ces médecins, c'était leur obsession. Et ce qu'ils essayaient de faire, c'était de se battre pour donner les mêmes chances à tout le monde et intervenir dans les délais les plus courts. C'était une visite et un échange très intéressant. Après, je suis descendu aux urgences pédiatriques. Là, on avait ce qui sautait aux yeux, c'est-à-dire toutes les bêtises, les folies qu'on a faites en ne formant plus suffisamment. Normalement, l'équipe théorique de médecins devait être 16, ils étaient 8 et encore avec difficulté. Obligés de recourir à de l'intérim, avec les problèmes que ça pose. Une vraie difficulté à pouvoir répondre aux enfants qui arrivent, aux familles qui arrivent avec des situations plus ou moins de détresse. Des équipes là aussi très mobilisées, très courageux. Un support des infirmières qui intervenaient pour aider à mieux trier les urgences avec un système assez original qu'ils avaient mis en place. Mais là, on voyait bien toutes les conséquences du fait qu'on n'a pas formé de médecins suffisamment pendant des années et des années. Et contrairement à ce qui est raconté en ce moment, le numerus clausus n'a pas vraiment bougé, ce qui continue à poser des problèmes très lourds. Et puis enfin, un dernier passage par le service de gynécologie obstétrique. Ma sœur est sage-femme
Donc moi je suis très attaché à cette profession de sage-femme, c'est des professions admirables, vraiment pleines de dévouement, qui ont souvent un rôle extrêmement important. En France, à mon avis, trop dévalorisées, alors qu'elles auraient vraiment des fonctions très importantes qu'elles peuvent faire. Elles peuvent assumer plein de missions qui aujourd'hui, de façon un peu infantilisante, leur sont pas confiées. On considère, bah non, il faut qu'il y ait un médecin. On a intérêt à valoriser cette place des sages-femmes qui sont... voilà, elles sont admirables de dévouement, d'énergie, c'est souvent des gros caractères. Et j'ai beaucoup aimé échanger avec l'équipe qui était là. Avec aussi quand même un point, alors ceux qui me suivent le savent, c'est un des sujets sur lesquels on est très mobilisé dans la région, où il y avait aussi les violences faites aux femmes. Et bah, quand même, hein, on va parler très clairement, plus d'une femme sur 10 qui poussait la porte de ce service avait subi des violences. Et ça, on se dit, dans notre pays, c'est juste pas possible, quoi. Et ça ne s'arrête pas, ça augmente. Donc là, c'était assez frappant, cet échange avec le service. Maintenant, si j'essaye de prendre un peu de recul et qu'on se dise, bon, qu'est-ce qu'on peut en sortir? D'abord, la première chose, on a parlé salaire et valorisation de ces professions. C'est des gens qui sont extrêmement dévoués, qui ont des horaires de travail de dingue. On parle parfois de 12 heures, 24 heures d'affilée. Les médecins aux urgences sont des emplois du temps qui remplissent à 200% pour pouvoir faire plus parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins. Et le prix d'une garde de nuit, j'ai retenu par exemple pour un médecin cardio, c'est rémunéré 14 € de l'heure, avec le nombre d'années d'études qu'ils font. Et derrière, bah, ils prennent des gardes de nuit, des permanences, des astreintes. S'ils basculaient en médecine libérale, pas de garde de nuit, pas d'astreinte, et ils gagneraient 2 fois plus. Donc on a un problème globalement sur la valorisation quand même et la reconnaissance de nos professions de santé. Et je mets dedans pas que les médecins. Les aides-soignants, les infirmiers, j'ai eu un échange avec une infirmière qui adorait son job, mais qui me disait, bah voilà, moi j'habite à 35 km, je calcule mon plein d'essence, les temps de trajet. La réalité, c'est que je fasse de nuit ou de jour, c'est pas une immense différence sur mon salaire. Et à l'arrivée, quand je fais mon compte, pas sûr vraiment que j'y gagne. Et donc, elle avait décidé d'arrêter. Elle était très triste, hein, mais pour prendre la responsabilité d'un service de crèche qui était plus proche de chez elle. Ce problème-là, il se pose partout en France. Vous êtes à Paris, en Île-de-France, où les coûts du logement sont délirants. Bah, une infirmière, un aide-soignant qui travaille, la réalité, c'est que souvent, la différence entre je travaille et je travaille pas, elle est toute petite. Et entre les aides sociales que vous touchez quand vous ne travaillez pas, les impôts et les charges que vous payez quand vous travaillez, on est typique de profession où le compte n'y est pas. Et ça, pour moi, c'est un problème fondamental. On le retrouve partout dans notre pays. On ne reconnaît pas suffisamment ceux qui travaillent. Et ça, c'est le problème majeur. Et là, dans les échanges que j'ai eus avec les aides-soignants, avec les infirmiers, c'était très frappant. La deuxième chose, arrêtons de faire échouer nos étudiants à la fac. Stop. Il n'y a pas assez de médecins. Tout le problème, pourquoi le système est en tension? On n'a pas assez de médecins. C'est ce que j'ai vu aux urgences, c'est ce que j'ai vu en pédiatrie, c'est les services qui ont fermé en cardio. Ça fait des années qu'on a fait ce massacre, avec une lourde responsabilité des politiques en la matière. Et souvent des choix qui ont été imposés par Bercy. Parce qu'ils se disaient, bah tiens, s'il y a moins de médecins, ça coûtera moins cher. Ah bah oui, surtout. Et si on arrête de soigner les gens, ça coûtera moins cher aussi. Et la stupidité de ces raisonnements nous a amenés là où on est aujourd'hui. Où vous avez des étudiants qui bossent dur, on les fait échouer. La réforme en ce moment des études de médecine est catastrophique. Et puis, à l'arrivée, comme on manque de médecins, on va aller chercher des médecins étrangers. N'importe quoi. N'importe quoi, il faut le dire. Donc l'objectif, vraiment, quand j'ai vu ça, c'est augmenter fortement, beaucoup plus que ce qu'on fait, les étudiants conformes, parce qu'on en a besoin. Voilà, le service de pédiatrie, 8 médecins sur 16, c'est pas possible. La troisième chose, c'est responsabiliser. C'est-à-dire, j'ai vu des patients qui étaient en urgence vitale, et j'ai vu des gens qui sont repartis au bout de 7 heures juste avec un Doliprane. Et ça, je pense que c'est notre problème à nous tous qu'on doit se poser. C'est que si on veut garder ce système, il faut qu'on responsabilise. Sinon, on n'y arrivera pas. Les abus minent notre solidarité nationale. Et puis le dernier, c'est stop les règles administratives imposées depuis Paris, complètement coupées du terrain, pas construites en discutant avec les soignants, pas construites en laissant de l'autonomie à nos hôpitaux. Et ça fatigue tout le monde et ça épuise tout le monde. Et je pense que c'est globalement une caractéristique de notre pays. Quand vous êtes aujourd'hui dans une association, quand vous êtes dans une entreprise, tout est fait normalement
pour qu'on essaye que les gens à la base, sur le terrain, puissent décider le plus possible par eux-mêmes. Et nous, à l'inverse, dans notre système public, tout est centralisé, tout est hiérarchisé, tout tombe d'en haut, avec des règles qui n'ont plus rien à voir avec le bon sens et qui tombent sur les gens de façon brutale. Et donc moi, je crois beaucoup que ça, on doit le changer. Parce que les femmes et les hommes que j'ai vus, ils ont plein d'idées. Ils voient comment faire bouger le système. Ils voient toutes les failles. Ils ont envie d'être écoutés. Et on a construit en France un truc dans lequel la règle administrative est complètement coupée du terrain et du bon sens. Et ça, je pense que ça nous coûte très cher. Et que ça aboutit à beaucoup d'erreurs et beaucoup d'inepties. Voilà. Au total, il faut être clair, c'est un système que j'ai vu qui est à bout de souffle, dans lequel on a mis des sparadraps pour colmater, rafistoler, mais où on n'a jamais eu le courage de vraiment poser tous les problèmes sur la table. Notre chance, et je veux finir par là, c'est que c'est un service public de santé qui est encore porté par la passion de ceux qui y sont. Et puis avec cette différence, à laquelle je tiens plus que tout, c'est qu'aucun des patients, aucun d'entre nous, quand on pousse la porte d'un hôpital, on nous demande d'abord notre carte bleue pour savoir si on peut payer avant d'être soigné. La conviction, l'identité de notre système de santé, c'est que vous êtes soigné. Et ça, c'est une chance. Et c'est à nous d'être suffisamment responsables et de se battre pour sauver ce système de santé parce qu'il fait partie de ce qu'est notre ADN et de ce à quoi on est attaché.